La première question, c'est comment ça va? Est-ce que tout va bien là-bas à Port-au-Prince? Comment vas-tu toi? Ben, ça va bien, ça va bien. Et on est dans une période compliquée, assez complexe, avec beaucoup de défis à relever et sur le plan politique. Mais globalement, on est dans une période positive de remobilisation des forces populaires. Et après un long reflux caractérisé par le fait que, à la suite de 1986, suite au départ de Jean-Claude Duvalier, de la dictature des Duvaliers, il y a eu un puissant mouvement populaire qui non seulement proposait la chute de la dictature, mais voulait aussi changer l'État, pour répéter le slogan à la mode à l'époque. Mais les forces impérialistes et de l'oligarchie locale ont tout fait pour briser ce mouvement, pour l'éparpiller, le diviser, l'atomiser. Et on est passé par une très, très, très longue période de reflux. Mais depuis 2016, janvier 2016, et on a un processus de remobilisation intéressant et un processus de remobilisation dans lequel on constate un progrès significatif sur le plan de la conscience politique et sur le plan des capacités de mobilisation. Donc, en Juste, particulier depuis un an, depuis. juste une petite question justement pour, selon toi, pour comprendre ce qui est en train de se dérouler en ce moment en Haïti, il faut remonter jusqu'aux années 90. Est-ce qu'il faut remonter jusqu'à Aristide, jusqu'à ce qui s'est passé durant la décennie des années 90 ou depuis 2016, il pourrait y avoir une possibilité de comprendre les événements actuels de manière autonome? Non, je pense qu'il faut remonter à 86 pour comprendre qu'il y a un affrontement fondamental entre des aspirations populaires qui veulent absolument finir avec le système politique mis en place par la première occupation américaine du XXe siècle de 1915, qui a éliminé complètement l'autonomie des acteurs politiques en les reconnectant avec le département d'État. Et le projet de l'impérialisme et de l'oligarchie haïtienne, qui est en fait une forme de néo-duvalierisme, de continuer avec le même système tout en adoptant un emballage pseudo-démocratique avec des institutions qui ne fonctionnent pas vraiment, comme des systèmes électoraux, etc. Donc je pense que c'est cet affrontement qui est fondamental et le fait que depuis 2000, suite au tremblement de terre, depuis 2010, suite au tremblement de terre, la solution adoptée par l'impérialisme a été d'imposer le régime de Martelly, donc le régime du PHTK, le Parti haïtien Tête-Calais, qui est un régime fasciste très, très conservateur et qui tente d'éliminer tous les gains démocratiques gagnés par la population après 86. Et c'est ce régime qui s'exprime aujourd'hui à travers Jovenel Moïse, pas, qui est la continuité de Martelly, la continuité de cette imposition externe qui élimine complètement la souveraineté populaire, la souveraineté nationale et qui, par exemple, a pris en main complètement le système électoral, a colonisé le système électoral en empêchant aux acteurs haïtiens d'exprimer leur souveraineté. Donc c'est ça disons, l'affrontement fondamental entre deux visions, deux projets. Un projet de continuité avec un emballage pseudo-démocratique et un projet de rupture véritable avec cet ordre néocolonial et l'établissement d'un régime qui pourrait satisfaire certains des besoins fondamentaux de la population. Ben justement, est-ce que les revendications actuelles sont juste d'ordre démocratique ou est-ce que justement il y a aussi des revendications d'ordre économique pour essayer je dirais de produire et de redistribuer une richesse en Haïti en sachant que précisément les structures économiques de l'île ont été fortement impactées par plusieurs mesures néolibérales. Oui, en fait, il y a une combinaison des deux, en fait, parce que effectivement, depuis 1983, dans les dernières périodes de régime des Duvalier, on a mis en place un programme d'ajustement structurel très sévère qui a détruit une grande partie des capacités productives, notamment au niveau de l'agriculture,
qui a renforcé la dépendance de l'économie par rapport aux États-Unis et par rapport à la République dominicaine, notamment sur le plan alimentaire. Les importations alimentaires ne cessent de grandir et deviennent aujourd'hui, disons, l'aspect dominant au niveau de la consommation alimentaire, avec près de 50 et 55% des biens consommés et importés des États-Unis et de la République dominicaine. Et l'affaiblissement institutionnel, dans la mesure où, justement, comme tu le sais, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont toujours en guerre contre ce qu'ils appellent l'étatisme et organisent une privatisation accélérée, débridée, qui ne tient pas compte du tout de la nature des besoins, en particulier, par exemple, sur les services sociaux comme éducation, santé, assainissement, eau potable, qui ont connu une privatisation qui a conduit, en fait, à des monopoles privés et qui a conduit aussi au fait que l'accès aux services de base n'a jamais été une réalité. Vous voyez? Donc, il y a une combinaison de revendications politiques sur le plan de la démocratie, sur le plan de la participation, sur le plan de la possibilité de désigner qui est président de la République, sur le plan du jeu institutionnel au Parlement qui pourrait effectivement rendre compte de son travail à la population, etc. Mais il y a aussi des revendications plus profondes en termes de en finir avec un modèle d'exclusion, en finir avec une énorme concentration des richesses, une polarisation des richesses qui d'ailleurs s'est aggravée avec le régime de Martelly et Jovenel Moïse, n'est-ce pas? Et de construire un nouveau système économique qui permettrait justement de répondre aux défis actuels les plus importants, notamment sur le plan des salaires, sur le plan de la décentralisation et de la participation des provinces aux décisions économiques et politiques, et sur le plan de finir avec l'exclusion de la paysannerie, parce que en fait, c'est un régime économique qui a été construit en 1915 sur une logique complètement anti-paysanne. Parce que quand l'occupation militaire américaine s'est organisée en 1915, ils se sont rendus compte que la force de résistance principale, c'était la paysannerie. Et il y a eu tout un projet de désarticulation de la paysannerie, de l'expulsion de la paysannerie complètement du champ social pratiquement. Donc aujourd'hui, par exemple, malgré le fait que nous avons 50% de la population économiquement active qui travaille au niveau de la paysannerie, les budgets de l'État n'accordent jamais 4 à 5% vers l'agriculture. Et il n'y a pratiquement pas d'investissement vers l'agriculture. Donc, on a organisé une extraversion dépendante, qui se base justement sur la destruction de la paysannerie et le fait que la paysannerie ne peut pas jouer son rôle sur le plan politique comme acteur et ne participe pas non plus à la richesse produite collectivement. Mais justement, en parlant des acteurs politiques, alors 2019 a été assez chargé, si on peut dire, non, en Haïti. En février, il y a eu déjà des grosses manifestations, il y a eu 26 morts, personne n'en a parlé. En juillet, il y a encore eu des émeutes dans la capitale. Et puis on arrive donc maintenant, ça fait je crois un mois que la population est en révolte. Est-ce qu'il y a un parti, est-ce qu'il y a un mouvement qui organise cette population, ces manifestations, ou c'est plus un ras-le-bol généralisé? Qu'est-ce qui structure les manifestants aujourd'hui? Bon, et dans le dernier cycle de manifestations qui démarre avec 2016, c'est la contestation des élections, du système électoral. 2017, c'est la contestation du budget que la population appelle le budget criminel, qui est un budget qui augmente la répression fiscale contre les couches les plus pauvres. Et à partir de 2018, juillet 2018, nous avons un soulèvement spectaculaire, 6, 7, 8 juillet, contre les mesures imposées par le Fonds monétaire international, notamment avec l'augmentation des prix à la pompe des carburants, et tout un cycle de manifestations imposantes qui réunit parfois des millions de personnes dans les rues, mais qui rentre dans la catégorie de ce que nous appelons en Amérique latine autoconvocatoria. En fait, il y a une coïncidence entre des moments d'indignation, des moments de soulèvement qui n'est pas, on ne peut pas dire spontané, dans la mesure où effectivement il y a tout un travail organisationnel qui se fait, surtout au niveau local et régional,
mais aucune des forces politiques sur le terrain qui s'affirment aujourd'hui ne peuvent réclamer la paternité du mouvement. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons trois secteurs qui se présentent disons, force de convocation, mais aucun de ces trois secteurs ne peut vraiment prétendre qu'ils ont la paternité du mouvement et qu'ils peuvent orienter complètement les masses. Donc, il y a en fait, au niveau des manifestations, vous avez d'abord une population qui réclame le départ de Jovenel Moïse, donc le départ du président, qui réclame l'effacement des mesures du Fonds monétaire international. Et il y a un mot qui est devenu très à la mode depuis un an, c'est un changement de système. Bien sûr, quel est le contenu de ce changement de système, c'est pas clair, mais il y a vraiment un refus total de la population d'accepter la continuité de ce système violent, oligarchique, qui se traduit par une paupérisation massive et des conditions de plus en plus invivables. Et alors, au niveau des forces politiques qui sont présentes sur le terrain aujourd'hui, vous avez d'abord un secteur qu'on appelle le secteur démocratique et populaire. Mais en fait, c'est une appellation tout à fait abusive parce qu'il est constitué essentiellement de quelques dirigeants politiques traditionnels et qui surfent sur le mécontentement populaire. Mais beaucoup de ces dirigeants traditionnels ont participé au détournement des fonds pétro-caribés, ont participé aussi aux différents pouvoirs, aux différents régimes qui ont justement nié complètement les revendications populaires de changement de l'État et qui n'ont pas vraiment une crédibilité et une légitimité politique pour diriger le processus de changement. Vous voyez? Donc, Oui, parce qu'en fait, nous, au niveau de la gauche, ce qu'on a fait à partir de la fin de 2018, c'est d'essayer d'établir une table de concertation entre des partis de gauche, entre 5 partis de gauche essentiellement, qui visent la construction du socialisme en Haïti et qui visent un changement radical des structures économiques et politiques. Et à partir de cette plateforme de 5 organisations, nous avons construit une proposition d'alternative qu'on était en train de négocier, de discuter avec d'autres forces politiques, et notamment des forces social-démocrates. Donc, cette dynamique d'échange était extrêmement intéressante, mais elle a été enrayée, bloquée par une initiative mise en place par quelques leaders de l'opposition traditionnelle et qui ont dévié la dynamique de discussion interorganisationnelle pour se présenter comme leader individuel, charismatique, et ont réorganisé un peu la discussion autour de leur personne et ont produit ce qu'ils ont appelé l'alternative consensuelle. Mais cette alternative consensuelle n'est pas du tout consensuelle, il n'est pas non plus une alternative dans la mesure où elle ne donne aucune garantie que la crise actuelle puisse aboutir effectivement à des changements sérieux au niveau des structures économiques et politiques. Ouais. Maintenant, oui. donc ça, c'est le premier groupe d'acteurs qui est le plus médiatisé, pas qui parle beaucoup, qui se prononce en permanence au niveau de la presse, mais et qui a une certaine résonance au niveau des mobilisations de rue, sans pouvoir affirmer qu'ils sont effectivement ceux qui mettent les gens dans les rues, dans la mesure où, par exemple, dimanche dernier, nous avons eu une convocation assumée par quelques artistes populaires, et on a eu une réponse enthousiaste, et vraiment une manifestation extraordinaire, où les gens sont sortis par centaines de milliers dans les rues pour répondre à la convocation de quelques artistes. Vous voyez? Donc, c'est Oui, pour on a vu montrer qu'en les fait, vidéos, c'est assez impressionnant, effectivement. oui, oui. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a pas, cette mobilisation n'appartient à personne. Aucun des acteurs politiques ne s'est constitué effectivement comme, disons, point central des mobilisations. Et la population ne répond pas effectivement à ce secteur, dans la mesure où, comme je l'ai signalé précédemment, beaucoup des leaders qui parlent très très fort ces jours-ci ont été impliqués dans des processus de dilapidation des fonds de l'État
notamment les fonds Petro-Caribé. Donc, vous savez que le scandale Petro-Caribé… Justement, effectivement, est-ce que ça, c'est la corruption, les conflits d'intérêts? On a l'impression que c'est une des revendications majeures du peuple haïtien en ce moment. Est-ce que vous pouvez revenir sur les scandales liés au carburant à Petro-Caribé et puis dans une autre mesure aussi, oui, sur tout ce qui touche à la corruption comme je dirais peut-être un des fondements des revendications actuelles? Oui, tout à fait. Donc, comme tu le sais, à partir de 2008, depuis 2006, il y a une discussion avec l'État haïtien pour la mise en place d'un accord Petro-Caribé. Donc, dans la foulée de la mise en place de l'ALBA en 2004, à partir de 2006, on met en place un accord de gestion des produits pétroliers et qui donne des avantages considérables aux pays de la Caraïbe. Et l'accord Petro-Caribé arrive à être signé par 19 pays de la région, de l'Amérique centrale et de la Caraïbe. Et Haïti entre dans cet accord à partir de 2008. Donc, entre 2008 et 2017, Haïti reçoit effectivement un approvisionnement régulier de toute la gamme des hydrocarbures du Venezuela dans des conditions extrêmement favorables. D'abord, il y a une stabilité des approvisionnements. Deuxièmement, c'est un approvisionnement qui est fourni à l'État haïtien et la facture est payée en fonction du niveau du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Et la facture est payée à 50%, entre 40 et 60% en effectif, directement, en liquide. Et le reste est payé sur 25 ans avec un taux d'intérêt qui est autour de 1% l'an. Donc, vraiment, des avantages énormes sur le plan de la coopération internationale. Et ce qui était traduit par le fait que l'État haïtien disposait de liquidités abondantes sans contrainte, ce qui est totalement différent de la coopération classique impérialiste, où les fonds qui sont fournis en général correspondent à des programmes de domination économique et de reconditionnement de la matrice productive. Maintenant, l'État haïtien, effectivement, entre 2008 et 2017, disposait d'un coussin de liquidité de l'ordre de 300 à 400 millions de dollars américains. Et pour la première fois, l'État haïtien disposait de la possibilité d'investir sans vraiment des contraintes externes. Et au lieu d'investir au niveau des structures productives, au niveau des programmes sociaux les plus importants, au niveau de la question des infrastructures, par exemple, qui permettrait de dynamiser la production agricole industrielle, une grande partie de ces fonds a été détournée vers des intérêts privés, a été détournée vers des entreprises, notamment dominicaines, et des entreprises de l'oligarchie haïtienne dans des processus tout à fait scandaleux. Et aujourd'hui, la population haïtienne dispose d'une abondance d'informations sur cette question suite à des rapports de 2 commissions parlementaires, des rapports de la Cour supérieure des comptes, et il y a eu, sur la base de ces informations, un mouvement animé essentiellement par des jeunes qu'on a appelé Petro Challenger, et qui a déclenché une résistance admirable sur cette question-là et qui a remis en cause non seulement les processus de gestion publique et en dénonçant les processus de corruption et qui a entraîné une mobilisation globale au niveau national. Donc, ça, c'est très intéressant parce que, en fait, il y a eu une implication des jeunes et cette contestation ouvrait un nouveau champ de lutte et de revendication, parce qu'il ne s'agit pas simplement des fonds Petro-Caribé, mais en fait, le scandale Petro-Caribé permet de mettre à nu tout un ensemble de mécanismes qui montrent clairement comment l'État et les ressources de l'État sont séquestrées par quelques familles de l'oligarchie et des intérêts privés. Ce qui est intéressant, c'est que ce scandale Petro-Caribé a provoqué une chute spectaculaire au niveau de la crédibilité de la plupart des acteurs politiques traditionnels qui sont liés à l'oligarchie. Et c'est l'une des difficultés aujourd'hui de l'impérialisme, c'est qu'ils n'ont pas de solution de rechange par rapport à Jovenel Moïse, parce que la plupart des personnes qui pourraient jouer un rôle
de rechange par rapport à Jovenel Moïse sont des gens qui sont impliqués dans le scandale Petro-Caribé, n'est-ce pas, et qui normalement devaient être en prison ou au moins mis en examen par le système judiciaire haïtien aujourd'hui. Donc voilà, donc, et en plus, évidemment, le scandale Petro-Caribé a permis aussi de mettre en lumière toute l'hypocrisie de la coopération classique, hein, et qui, évidemment, conditionne les différents prêts ou même dons qui sont accordés à l'application des mesures d'ajustement structurel et au renforcement de la dépendance économique politique par rapport aux centres impérialistes. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant comme fond de revendication et qui peut-être a débordé les initiateurs, les premiers initiateurs de cette mobilisation, dans la mesure où justement la population s'est emparée de cette revendication et elle salue la coopération avec le régime chaviste et en même temps dénonce avec vigueur tout le système de corruption mis en place et l'intensification du pillage des ressources collectives par quelques familles de l'oligarchie traditionnelle. Et voilà, donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le président lui-même, enfin, les deux présidents, Martelly et Jovenel Moïse, parce que la plupart des fonds pétroliers ont été dépensés pendant les 5 ans de Martelly, et Jovenel Moïse également, est impliqué directement, est accusé directement par les différents rapports parlementaires et de la Cour supérieure des comptes comme parce qu'il était le dirigeant d'une des entreprises qui s'appelait Agritrans, qui a bénéficié directement des fonds Petro-Caribé, et on a mis en lumière des processus de surfacturation et de détournement grossier des fonds de l'État à profit personnel. Donc, il s'agit d'un président qui devrait être un président inculpé et qui devrait répondre et aussi de la prévarication et des vols qui ont été faits dans ce processus. Alors, très bien, je voudrais qu'on touche un petit mot sur les médias, et notamment sur les médias en Haïti. On a vu que récemment, il y avait eu l'assassinat d'un journaliste d'investigation, Naïni Joseph, qui enquêtait justement sur des scandales de corruption et qui a été assassiné. Durant les manifestations, un autre journaliste, Chéri Dionalio, a été blessé par balle, et notamment à cause d'un sénateur de la République haïtienne qui a tiré à balles réelles sur les manifestants et qui a blessé un des journalistes. Comment la situation actuelle peut être ignorée par les grands médias, ne serait-ce que cette solidarité qui généralement s'exprime par rapport aux confrères en danger est complètement passée sous silence. Pourquoi, je le dirais de manière un peu provocatrice, pourquoi personne ne semble prendre en compte l'importance de ce qui est en train de se passer en Haïti? Bon, alors, il y a une tradition de la grande presse internationale d'ignorer ce qui se passe en Haïti ou de s'intéresser à Haïti à travers des stigmatisations et des lieux communs qui empêchent de saisir effectivement la complexité des situations et des luttes politiques et des luttes de classe en Haïti. Donc ça, c'est une longue tradition qui date en fait depuis le 19e siècle avec la grande rupture révolutionnaire de 1804 qui a produit un processus révolutionnaire absolument unique et admirable avec 4 révolutions combinées. C'est pas une révolution anticoloniale, une révolution anti-esclavagiste, une révolution antiraciste et une révolution anti-plantation contre le modèle économique imposé par le colonialisme. Donc, la combinaison de ces 4 caractéristiques de la révolution de 1804 a fait que Haïti était devenu une espèce de critique permanente de la mondialisation capitaliste, et il fallait absolument empêcher que l'on sache effectivement la nature des luttes populaires en Haïti pour éviter les effets de contagion. D'ailleurs, la révolution anti-esclavagiste de 1804 a eu un effet considérable sur la région, sur les différentes îles de la Caraïbe et même sur certains pays continentaux comme le Brésil et même aux États-Unis. Donc, il y a toute une tradition de désinformation par rapport à Haïti et il y a tout un ensemble de clichés dans toutes les dépêches. Dans toutes les dépêches, quelle que soit la situation qui se présente en Haïti, on commence toujours par des clichés comme Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, etc.
où il y a un il y a un écran qui empêche de connaître effectivement ce qui se passe en Haïti et qui a permis, par exemple, des monstruosités comme, par exemple, l'occupation militaire de la MINUSTAH, de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, qui, sous prétexte d'une mission onusienne, a appliqué en fait l'agenda de l'impérialisme et a permis une pénétration plus importante des capitaux américains pour contrôler les secteurs clés de l'économie haïtienne, et a détruit en grande partie les institutions nationales dans, en fait, une occupation extrêmement violente, mais qui a toujours été présentée par la presse internationale comme une coopération humanitaire, pas une coopération sud-sud, etc. Donc il y a eu en fait un écran de fumée qui empêche même, par exemple, au niveau de certains États latino-américains qui ont été utilisés, qui a eu un processus de tertiarisation des tâches de l'occupation, où l'impérialisme américain a utilisé les troupes latino-américaines, notamment le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, trois pays qui à l'époque avaient des régimes entre guillemets progressistes, et qui ont utilisé cette pour justifier en fait les transformations que l'impérialisme voulait réaliser. Et les opinions publiques de ces pays-là n'ont jamais compris vraiment ce qui se passait en Haïti et ont été bernées par la propagande officielle d'une opération soi-disant humanitaire. Oui. Donc, il y a un véritable problème de communication entre Haïti et le reste du monde, et notamment entre les mouvements populaires haïtiens qui sont en lutte et qui ont toujours résisté face à la domination impériale, et les mouvements populaires de l'Amérique latine qui subissent effectivement les mêmes processus de domination. Donc, ça, c'est, disons, un cadre général. Mais en plus de cela, il faut signaler que les médias ont joué un rôle très, très important. C'est des protagonistes même des luttes démocratiques à l'époque des années 80 contre le régime des Duvalier. Et après cette période, il y a eu toute une offensive menée directement à la fois par les États-Unis, mais aussi par l'oligarchie haïtienne pour prendre en main la plupart des médias. Donc aujourd'hui, nous avons un spectre, un éventail médiatique qui est contrôlé par les forces dominantes, et la population haïtienne n'arrive pas vraiment à avoir des médias qui soient connectés aux revendications, aux aspirations populaires. À part quelques exceptions, bien sûr. Vous avez Radio Kiskeya, vous avez Radio Zénith, qui sont effectivement très, très connectés à la mobilisation quotidienne. Mais ce sont des exceptions. Et nous avons des médias qui sont des caisses de résonance de l'idéologie dominante et du discours impérial et du discours qui conforte l'oligarchie. D'ailleurs, aujourd'hui, les médias ont joué un rôle très important aussi dans le fait que le secteur démocratique et populaire se présente comme l'acteur principal de la mobilisation, alors que ce n'est pas le cas. Et nous avons une multitude d'acteurs populaires qui ont montré un certain niveau d'autonomie, pas suffisant à notre avis, mais quand même, il y a un certain niveau d'autonomie politique par rapport à ce que les médias nous présentent comme les dirigeants de cette dynamique position, et on laisse très peu de place, par exemple, aux idées alternatives, notamment, comme je te l'ai dit, il y a ce consortium de dirigeants traditionnels autour du secteur démocratique et populaire, mais il y a aussi un effort qui a été fait par le secteur progressiste avec la mise en place d'un forum patriotique de Papaye qui a eu lieu entre le 27 et 30 août, qui a été une tentative de fédérer les différents acteurs progressistes pour s'assurer non seulement que Jovenel Moïse remette sa démission, mais qu'on mette en place un processus de transition que nous avons qualifié une transition de rupture, et une transition qui soit effectivement une transition contrôlée par les acteurs haïtiens, qui ne soit pas imposée par l'impérialisme, comme ça a été le cas à plusieurs reprises depuis 1986. Donc, oui, justement, aujourd'hui, par exemple, comment tu vois l'avenir, on va dire, à court terme? Que peut-il se passer dans les semaines qui viennent en Haïti? Est-ce qu'il y a une possibilité que le président actuel remette sa démission? Est-ce qu'il y a une possibilité de construire un avenir meilleur en Haïti? bon, d'abord, nous sommes dans une dynamique où on est de la 6e semaine
de paralysie presque totale des activités au niveau du pays. La plupart des autoroutes interrégionales sont bloquées, et les écoles ne fonctionnent pas. Nous avons pratiquement 12 mois sans budget légal. Nous avons plus de 7 mois, 7 à 8 mois sans gouvernement légal, sans premier ministre, etc. Donc, il y a une situation de blocage tout à fait exceptionnelle. Et il faut saluer la grande détermination de la mobilisation populaire qui n'a pas fléchi et qui, malgré tout, continue disons, à se structurer et qui a montré une très, très, très grande capacité d'innovation et d'originalité au niveau des méthodes de lutte. Maintenant, et aujourd'hui, Jovenel Moïse est de plus en plus isolé. Et même ses alliés traditionnels, même les secteurs, par exemple, de la bourgeoisie, qui ont participé à la mise en place de son gouvernement, qui ont financé son gouvernement et qui financent les médias qui alimentent la propagande en faveur de ce gouvernement, ont abandonné Jovenel Moïse dans la mesure où ils se rendent compte qu'avec Jovenel Moïse, bien sûr, et cette paralysie globale, ils perdent de l'argent chaque jour. Donc, il y a, par exemple, dernièrement, tout un secteur des chambres de commerce qui ont été les acteurs principaux de la mise en place de ce régime, qui ont signé un communiqué avec une initiative qu'on a appelée la Passerelle, qui est une initiative qui est dirigée par un recteur social-démocrate, M. Jacques Lumard, et qui ont signé également pour la première fois leur adhésion, n'est-ce pas, à la revendication de la démission immédiate de Jovenel Moïse. Donc, c'est un président qui est totalement isolé. Et même, il y a aussi des informations qui montrent qu'il y a une cassure au niveau même du PHTK, donc du parti au pouvoir, entre le clan qui est plus ou moins lié à l'ancien président Martelly et Jovenel Moïse, dans la mesure où Martelly, il y a le projet de se présenter comme candidat aux prochaines élections présidentielles, parce que si Jovenel Moïse reste au pouvoir, il n'y a aucune possibilité que PHTK gagne les élections. Donc il y a une situation politique intenable sur le plan économique. Il y a, par exemple, le gouvernement n'arrive pas même payer les salaires des fonctionnaires de l'État, etc. Les organes de perception fonctionnent à 20%. Donc, en fait, je pense que Jovenel Moïse va partir maintenant et il est maintenu essentiellement par ce Trump, par l'administration américaine et quelques familles de l'oligarchie qui sont très puissantes, mais qui aujourd'hui sont de plus en plus isolées sur le plan politique et social. Et donc, je pense que la démission va intervenir. Maintenant, le grand enjeu aujourd'hui, c'est justement la mise en place d'un pouvoir de transition. On ne peut pas échapper à cela parce que maintenant, il est trop tard pour organiser des élections et rejoindre le calendrier constitutionnel. Donc, on est obligé de rentrer dans une période de transition. Et maintenant, la question fondamentale, c'est quelles sont les forces qui vont dominer cette transition et quelles sont les réformes fondamentales qui peuvent être accomplies pendant cette transition en souhaitant que la mobilisation se maintienne pour aboutir à un changement véritable. En ce sens, on parle beaucoup, par exemple, de changement de la Constitution. On parle beaucoup de réformes du système électoral pour pouvoir décoloniser le système électoral et le rendre effectivement fonctionnel. On parle beaucoup aussi de la possibilité de mettre en place un espace de concertation globale, type conférence nationale. Donc, il y a beaucoup d'idées, même maintenant, la mise en place de ces idées et les mécanismes concrets pour la mise en place de ces idées vont faire évidemment l'objet de luttes de pouvoir. Et l'impérialisme américain, comme d'habitude, a déjà sa solution en poche pour imposer une transition complètement contrôlée de l'extérieur. Et voilà, donc maintenant, c'est la difficulté de l'impérialisme aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a un pouvoir complètement isolé et que la plupart des dirigeants politiques traditionnels qui pourraient jouer un rôle dans cette transition sont discrédités, ils ne bénéficient pas d'un minimum de légitimité. Et l'impérialisme ne peut pas non plus s'imposer une solution par la force, dans la mesure où le niveau de la mobilisation déborde complètement la police nationale, qui est une police nationale inexpérimentée, faible, faiblement outillée. Et comme vous savez, l'armée a été dissoute après le retour du président Aristide en 1995.
Et donc, ils ne disposent pas des moyens de répression suffisants pour pouvoir imposer une solution concoctée depuis Washington. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que depuis 86, nous avons eu au moins 4 interventions militaires étrangères de grande taille. Nous parlons parfois de 23 000, 25 000 soldats. Donc, et ces interventions militaires ont été faites pour justement pallier à la faiblesse des classes dominantes haïtiennes et à la faiblesse aussi des instruments de répression qui sont au service de la domination impériale sur le plan Voilà. national. Et une dernière question, notre public étant essentiellement francophone, de plusieurs pays mais essentiellement francophone, on sait qu'il y a une histoire tumultueuse qui unit la France à Haïti. Est-ce que tu aurais un message à faire passer sur la situation haïtienne aux gens qui luttent aussi ici en France? Et je pense particulièrement aux Gilets jaunes parce que par rapport à ce que tu m'as dit, il y a des choses qui me font un peu tiquer, c'est-à-dire cette capacité à sortir dans la rue sans forcément être soutenu par des structures politiques ou syndicales traditionnelles, cette volonté de changer de système, de changer de constitution. Comment tu unirais les deux luttes et surtout, quel message tu aurais pour eux par rapport à la situation actuelle en Haïti? Bon, d'abord, un salut fraternel aux Gilets jaunes. Nous suivons avec beaucoup d'attention les luttes populaires en France et en Europe en général, dans un moment très difficile de montée du fascisme et de l'extrême droite. Et je pense qu'effectivement, il y a des innovations très intéressantes, Nuit debout, Gilets jaunes, etc., qui nous inspirent beaucoup. Donc, un grand salut, même si nous savons que la conjoncture n'est pas tellement favorable ces jours-ci. Et alors, oui, alors, et en fait, avec la France, il y a une longue histoire très douloureuse parce que, comme tu le sais, l'économie française s'est construite en grande partie sur le sang, n'est-ce pas, en broyant des millions de vies en Haïti avec un système esclavagiste tout à fait féroce. Et après la victoire populaire, la victoire des troupes libératrices de Dessalines euh, et la tentative de mettre en place un projet national, immédiatement, la France a joué un rôle décisif dans la mise en place d'une relation économique qui neutralisait les effets de la révolution et qui faisait une réinsertion violente de l'économie haïtienne dans le cadre du marché mondial. Et l'outil fondamental qui a été utilisé, ça a été l'outil de la dette. Donc, en 1825, on a imposé à Haïti ce qu'ils ont appelé une dette de l'indépendance, que nous appelons nous la rançon de l'indépendance, et qui permettait non seulement de canaliser 60 à 70% des ressources de l'État vers la France à travers le paiement du service de la dette énorme, tout à fait disproportionné par rapport à l'économie haïtienne. Mais aussi, on a utilisé ce contrat ignominieux pour mettre en place différents mécanismes de spoliation et de pillage, notamment des exportations de café, notamment pour obtenir des privilèges d'accès de la marine française au port haïtien, etc. Donc, il y a eu, en fait, la France a joué un rôle fondamental pour empêcher que le projet révolutionnaire aboutisse en Haïti, pas évidemment avec l'alliance aux élites réactionnaires en Haïti, avait pour réaliser une contre-révolution qui n'a pas permis vraiment à ce processus d'aboutir dans la construction d'un État qui pourrait effectivement faire droit aux revendications de base des anciens esclaves. Donc, où il y a tout un processus où la France continue à jouer un rôle et elle a été un peu expulsée de l'économie haïtienne par l'occupation militaire de 1915 parce que l'objectif des États-Unis en occupant militairement Haïti, c'était justement d'expulser le capital allemand et le capital français et de prendre le contrôle des terrains stratégiques de l'économie haïtienne. Ce qui a été fait. Le capital allemand a été complètement éliminé, mais le capital français, il y a eu une espèce de négociation entre les Américains et les Français et qui, par exemple, sur la question de la dette,
les banques américaines ont acheté le reliquat de ce qui restait de la dette, n'est-ce pas? Et on a dit aux Français, en fait, vous restez là, mais vous allez jouer le second rôle par rapport à l'impérialisme américain. Et la France a continué à jouer ce rôle. Et par exemple, quand les Américains ont organisé avec l'oligarchie haïtienne le deuxième coup d'État contre Aristide, la France a joué un rôle de premier plan. Et Oui, alors là, on la parle France, du début des années 2000, on parle de 2004, non, pour ceux qui nous suivent. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ils ont mis en place une force militaire intérimaire avec des troupes venant de la France, des États-Unis, du Canada et du Chili. Et la France a joué un rôle décisif, notamment en occupant la région du nord du pays où justement se sont produites les victoires les plus importantes de la lutte anti-esclavagiste. Donc, il y a eu une espèce de revanche par rapport à cette mémoire héroïque de la lutte de 1804. Et parallèlement à cela, depuis les années 90, il y a une revendication qui revient de façon lancinante en Haïti sur la question de la réparation du paiement de la dette. Et il y a eu un gouvernement qui a même calculé que la France devait rembourser tous les paiements qui avaient été faits pendant près de siècles au titre de la dette de l'indépendance et disait que la France devait à Haïti autour de 23 milliards de dollars US en faisant une actualisation des fonds qui ont été payés par Haïti pendant un siècle. Donc, aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a certains secteurs en France qui appuient cette revendication de restitution de la dette de l'indépendance. Donc, je pense qu'il est absolument essentiel sur le plan symbolique qu'il y ait des relations directes entre les mouvements populaires en lutte en Haïti, surtout les mouvements anticapitalistes, et les luttes qui se mènent en France dans cette même perspective, pour justement tenir compte de cette mémoire douloureuse et construire un avenir sur d'autres bases et permettre à Haïti et la France d'avancer vers une révolution socialiste. Écoute Camille, merci pour ton éclairage. Je pense que ça va apporter à beaucoup de ceux qui nous regardent une envie en tout cas de connaître ce qui se déroule réellement en Haïti et puis de suivre, d'essayer de trouver des infos par-ci par-là pour suivre l'évolution du mouvement social en ce moment en Haïti, évidemment sur les réseaux sociaux. Sur le blog romainmigus.info, on continuera à alimenter en informations ce qui est en train de se dérouler en Haïti en ce moment. Camille, merci pour tout. C'est un plaisir, merci beaucoup, merci. Et puis, bon, je suis sûr qu'on aura l'occasion de rediscuter au fur et à mesure qu'avance l'actualité en Haïti. Et vous, à bientôt.